en lisant sur le perron, par un après-midi, on se disait c'est si bon, se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre, pour s'occuper des autres, on se fait des accroires, en se contant des histoires. Voici un extrait du roman Le Chien d'Éric Emmanuel Schmitt. Dans ce roman, un écrivain tente d'en savoir plus sur la mort d'un homme qui serait suicidé. Et cette personne avait un chien, en fait plusieurs chiens dans sa vie, qui sont tous nommés Argos et qui étaient de la même race, c'est-à-dire des Beaucerons. Pour en savoir plus, il interviewe sa fille Miranda. Miranda, quel rapport entreteniez-vous avec les chiens de votre père? Papa, il a eu juste un chien à la fois, un Beauceron appelé Argos. J'ai 50 ans aujourd'hui et j'en ai connu 4. Mais pourquoi un Beauceron? Aucune idée. Et pourquoi Argos? Idem. Et vous, qu'en pensiez-vous? Je les ai tous aimés et aimés passionnément. D'abord, c'est des bons chiens. Bout en train, affectueux, dévoués. Et puis, ils étaient mes frères, mes sœurs. Ils étaient ma mère aussi, et un peu mon père. Frère ou sœur Miranda, je l'imagine, puisque le chien sous l'autorité de votre père devenait votre compagnon. Mais votre mère? Argos me comprenait mieux que papa. Si j'étais triste, contrariée ou honteuse, Argos le flairait d'emblée. Il avait l'intuition de mes états d'âme, comme une mère. Il les signalait à mon père. Oh oui, oh, que de fois Argos intercéda auprès de papa pour lui rappeler qu'il devait me prêter attention, m'écouter, provoquer mes confidences. À ces moments-là, quand papa lui obéissait, Argos restait avec nous, assis, droit, nous surveillant l'un l'autre. Il vérifiait que, par le langage si compliqué des humains, j'expliquais bien à mon père ce que lui, le chien, avait immédiatement saisi. Et puis, les baisers, les caresses, c'était Argos qui me les donnait, comme une mère. Papa, lui, m'imposait son tempérament réservé. Combien d'heures avons-nous passé, Argos et moi, allongés sur le tapis, côte à côte, à rêver ou à discuter? Il était l'unique corps que je touchais. Il était l'unique corps qui me touchait. Comme une mère, non? Comme une mère. Souvent, j'avais l'odeur d'Argos sur moi, parce qu'il me sautait dessus, parce qu'il me léchait, parce qu'il se collait à mes jambes, parce qu'il avait besoin de me prouver son affection. Dans mon enfance, Argos avait une odeur. Papa, lui, il n'y en avait pas. Ah, il se tenait loin, il ne sentait rien, ou alors il sentait le propre. Hein? C'est-à-dire l'odeur des civilisés, l'odeur qui émane des flacons, de l'eau de Cologne ou antiseptique. Une odeur de monsieur ou de médecin. Seul Argos avait une odeur à lui. Et moi, j'avais la sienne. Comme une mère. Ah, vous savez, j'ai pas pensé à papa sans penser à Argos. L'un n'allait pas sans l'autre. Puisque papa connaissait ses limites, il se fiait à son chien pour savoir, pour saisir ce qui lui échappait. Très souvent, j'avais l'impression qu'il le consultait, voire qu'il s'en rapportait à lui. Argos constituait donc une part de papa. Ah, la part physique, la part empathique, la part sensible. Argos était un peu mon père, et mon père était un peu Argos.
Cela vous semble fou, hein? Ce que je débite. Non, pas du tout, pas du tout. Mais estimez-vous que le dernier Argos avait quelque chose de plus que les Argos précédents? Il était remarquable et unique, mais comme ses devanciers. Est-ce que votre père l'aimait davantage? Ah, mon père était davantage reclus. Tout le monde croit ici qu'il s'est tué à cause du chien. Non? Ah, c'est absurde, oui, mais dans la mesure où nous manquons d'informations, où nous connaissons fort mal votre père, nous ne pouvons pas nous empêcher de lier les deux événements. Il aurait détesté qu'on prétende cela. Aidez-moi. Pardon? Aidez-moi à comprendre ce qui est arrivé. Voici un extrait de la pièce d'Eugène Ionesco, Rhinocéros. Dans cette pièce, tous les habitants d'un village vont peu à peu, chacun à leur tour, se transformer en rhinocéros. À la scène que nous allons faire, Jean et Béranger sont assis à une table dans un restaurant, en train de prendre un verre, et Jean va voir le premier rhinocéros. Un rhinocéros! Mais un rhinocéros! Mais j'en reviens pas! J'en reviens pas! Mais c'est inadmissible! Mais j'en reviens pas! Ça se voit que vous n'en revenez pas. C'était un rhinocéros. Eh bien oui, c'était un rhinocéros. Il est loin, il est loin. Mais voyons! Mais c'est inouï! Un rhinocéros en liberté dans la ville! Ça vous surprend pas, vous? On ne devrait pas le permettre. Puis mettez-vous la main devant votre bouche quand vous baillez. Ouais. On ne devrait pas le permettre. C'est dangereux. Je n'y avais pas pensé. Ne vous en faites pas. Nous sommes hors d'atteinte. Nous devrions protester auprès des autorités municipales. À quoi sont-elles bonnes, les autorités municipales? Oh, pardon. Peut-être que le rhinocéros s'est-il échappé du jardin zoologique. Vous rêvez debout! Je suis assis. Mais assis ou debout, c'est la même chose. Il a tout de même une différence. Mais il ne s'agit pas de cela! C'est vous qui venez de dire que c'est la même chose d'être assis ou debout. Mais vous avez mal compris. Assis ou debout, c'est la même chose quand on rêve. Eh oui, je rêve. La vie est un rêve. Mais vous rêvez quand vous dites que le rhinocéros s'est échappé des jardins zoologiques. J'ai dit peut-être. Car il n'y a plus de jardins zoologiques dans notre ville depuis que les animaux ont été décimés par la peste il y a fort longtemps. Alors, peut-être vient-il du cirque. Mais de quel cirque parlez-vous? Je ne sais pas, un cirque ambulant. Mais vous savez bien que la mairie a interdit aux nomades de circuler sur le territoire de la commune. Ils n'en passent plus depuis notre enfance. Dans ce cas, peut-être était-il depuis lors resté caché dans les bois marécageux des alentours. Les bois marécageux des alentours. Oui. Les bois marécageux des alentours. Mais mon pauvre ami, vous êtes tout à fait dans les brumes épaisses de l'alcool. Ah, ça c'est vrai, je monte tout mon estomac. Vous enveloppe surtout le cerveau. Où connaissez-vous des bois marécageux dans les alentours? Notre province est surnommée la Petite Castille tellement elle est désertée. Que sais-je alors? Peut-être s'est-il abrité sous un caillou? Peut-être a-t-il fait son nid sous une branche desséchée? Si vous vous croyez spirituel, vous vous trompez, sachez-le. Vous êtes ennuyeux avec vos paradoxes. Je vous tiens pour incapable de parler sérieusement. Aujourd'hui seulement, à cause de... Parce que... Oh, autant aujourd'hui que d'habitude. Pas autant tout de même. Mais vos mots d'esprit ne valent rien. Je ne prétends nullement. Je déteste qu'on se paie ma tête. Je ne me permettrai jamais, mon cher Jean. Mon cher Béranger, vous le permettez. Non, ça non, je ne le me permets pas. Et si vous venez de vous le permettre? Comment pouvez-vous penser? Je pense ce qui est. Non, mais je vous assure Que vous vous payez ma tête. Vraiment, vous êtes têtu, hein? Vous me traitez de bourrique par-dessus le marché. Vous voyez bien que vous m'insultez. Cela ne peut pas me venir à l'esprit. Vous n'avez pas d'esprit.
Et raison de plus pour que cela ne me vienne pas à Il l'esprit. y a des choses qui viennent à l'esprit, même à ceux qui n'en ont pas. Cela est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Parce que c'est impossible. Expliquez-moi pourquoi cela est impossible, puisque vous prétendez être en mesure de tout expliquer. Je n'ai jamais prétendu une chose pareille. Alors pourquoi vous en donnez-vous l'air? Et encore une fois, pourquoi m'insultez-vous? Je ne vous insulte pas. Au contraire, vous savez à quel point je vous estime. Si vous m'estimez, pourquoi me contredisez-vous en prétextant qu'il n'est pas dangereux de laisser courir un rhinocéros en plein centre de la ville, surtout un dimanche matin, quand les rues sont pleines d'enfants et aussi d'adultes? Beaucoup sont à la messe. Cela ne risque rien. Permettez, mais à l'heure du marché encore? Je n'ai jamais affirmé qu'il n'était pas dangereux de laisser courir un rhinocéros dans la ville. J'ai dit tout simplement que je n'avais pas réfléchi à ce danger. Je ne me suis pas posé la question. Vous ne réfléchissez jamais à rien. Oh, d'accord, un rhinocéros en liberté, ça n'est pas bien. Mais ça ne devrait pas exister. C'est entendu, cela ne devrait pas exister. C'est même une chose insensée. Bien, bien, bien. Pourtant, ce n'est pas une raison de vous quereller avec moi pour ce fauve. Quelle histoire me cherchez-vous à cause d'un quelconque périssodactyle qui vient de passer tout à fait par hasard devant nous? Un quadrupède stupide qui ne mérite même pas qu'on en parle. Et féroce en plus. Et qui a disparu aussi, qui n'existe plus. On ne va pas se préoccuper d'un animal qui n'existe pas. Parlons d'autre chose, mon cher Jean, parlons d'autre chose. Les sujets de conversation ne manquent pas. À votre santé. Un thème sur les animaux. Pourquoi ne pas faire appel à celui qui nous en parle le plus souvent dans ses fables, Jean de La Fontaine. La Fontaine qui nous présente ici les animaux malades de la peste. Fable dans laquelle nous rencontrerons le lion, le renard et l'âne. Un mâle qui répand la terreur, mâle que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous en étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, ni pillait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit: Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en tel accident on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Oh, que m'avait-il fait? Nulle offense, mais même qu'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Bon, je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes Seigneur en les croquant
beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tous les maux, étant de ces gens-là que sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: J'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, mais quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Extrait de Sol, c'est-à-dire Marc Favreau, La poule et l'œuf. Du céleri, Sol, un pied de céleri, tu peux pas manger ça. Et pourquoi, là? Mais tu grignoterais froidement le petit pied du pauvre céleri. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Oh, je pourrais pas, là. Laissez Charlotte, alors. Mais c'est pareil, tu te vois en train de couper les queues d'échalotes. Oh, non, 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 je pourrais pas. Et le œuf, en tout cas, je peux. Encore moins. Ben, un œuf, on ne le coupe pas. Ça n'a pas de pied à grignoter, un œuf. Justement, ça ressemble à la cacahuète. Pas de pâte et une coquille. Même que c'est plus fragile, un œuf. C'est un bébé. Oui, alors, pauvre de petit œuf. Et nous, les vilains, on le met dans le frigidisateur. Oui, Mais alors. c'est pas grave. Il est encore trop petit pour avoir la chair de poule. Mais ça fait rien, on met pas un bébé dans le froid, voyons. Oui, alors, et sa mère, hein, elle ne proteste pas, sa mère. Peut-être qu'il n'y a même pas de famine du tout, le pauvre. Mais oui, il a une famille. Je comprends pas. Explique-moi le neuf. Sois bon pour moi, Yo-Yo. C'est pas compliqué. Commençons par le commencement. D'abord, l'œuf. Il vient d'où? Oui, alors, bien, ça dépend. Un œuf dur, ça vient jamais d'où. Mais je veux dire, d'où il vient, l'œuf? Bien du frigidisateur, alors. Non, avant. D'où sort-il? Il ne peut pas sortir, c'est un bébé, c'est toi qui l'as dit. Écoute, Sol. Une poule. Qu'est-ce que ça donne? Une ampoule, ça donne de la lumière. Pas une ampoule, une poule. Oh, excuse-moi, une poule, ça donne, attends voir, ça donne. Mais en tout cas, ça donne pas la pâte, ça c'est sûr. Ah, il va me rendre fou. Écoute bien, le petit de la poule, on l'appelle comment? Ah, on l'appelle comme ça, petit. Ah, son nom. Ah, son nom c'est le poulet. Bon, mais attention, le poulet, c'est un gros garçon. Il ressemble déjà à son père. Le poulailler. Ah, tu dis n'importe quoi, voyons. Tu le connais, le père du poulet. C'est pas le poulailler, c'est le... Le père du poulet, c'est le colonel. Mais non, le coq idiot. Oui, le coq idiot. Le coq tout court.
Et la mère du coq tout court, c'est la coqueluche. Et la fille, c'est la coquine. Sa fille, c'est la poulette. Et aussi la petite sœur du poulet, qui est le grand frère du poussin, qui sort de l'œuf. Oh! Oui, alors, oui, je me rappelle. La poule, elle pondouille un œuf chaque jour, un œuf neuf. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle un œuf. Et ce neuf, quand il est pondu, la mère poule, elle s'assoit dessus. Oh, la vilaine! Mais voyons, Sol, c'est pas par méchanceté, c'est pour le couver. Ben, c'est pas les manières. Moi t'en connais beaucoup, toi, des mamans qui s'assoient sur leur bébé pour les couvrir. Les couver, Sol. Moi, je vais te dire, moi, la poule, c'est une égoïne. Elle pense juste à elle, la poule. Elle s'assoit sur son œuf parce qu'elle veut un coussin, voilà. Mais non, un poussin, Sol. Et il trouve ça lourd, le petit, et il pousse, et il pousse, et il devient tout jaune, et il fait cuit comme un serin. Il pousse tant tellement qu'il devient poussif. Mais non, poussin. Et il pousse encore. Il devient un grand poulet, un vrai coquin comme son père. Il pondouille un œuf. Oui, non, alors, je suis bête. C'est la poule qui pondouille. Ah, là, je comprends plus. C'est la poule qui pondouille, mais elle, la pauvre petite poule, elle vient de qui? Mais de l'œuf. Elle aussi. Mais alors, la poule vient de l'œuf, qui vient de la poule, qui vient de l'œuf, qui vient de la poule, qui vient de l'œuf. Oh, ça suffit, arrête. Je sais pas, moi, où m'arrêter, là, l'œuf qui vient de la poule, ou la poule qui vient de l'œuf, qui vient de la poule, qui vient de l'œuf, qui vient de... Oui, alors, il faut que je trouve, voyons, il faut que je cherche, oui, alors. Alors, dans le texte suivant que nous allons vous interpréter, il s'agit de Alban et Ève, un couple. S'agit-il du premier, du dernier couple sur la Terre? Qui sait? Le texte s'intitule Viande. De Jean-Pierre Martinez. Lui-même. Voilà. C'est dingue! Tout pousse dans le jardin. On n'a même pas besoin de semer des graines. Ni d'arroser. Et la récolte est miraculeuse. On n'a qu'à tendre le bras pour cueillir les fruits. Et se baisser pour ramasser les légumes. Et tout est absolument bio. Oui. Ça veut dire quoi, au fait, bio? Quoi? Bio? Bon, aucune idée. Qu'est-ce que ça pourrait être des fruits et des légumes qui ne soient pas bio? Je ne sais pas. En tout cas, c'est bio et c'est bien. Tu veux dire que c'est beau et c'est bon? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parfois, j'en ai un peu marre de bouffer des légumes. Pas toi? Si, mais qu'est-ce qu'on pourrait bouffer d'autre? Qu'est-ce qui se mange ici à part ce qui pousse? On ne va pas bouffer de la terre, hein? On ne va pas bouffer de l'air. On ne va pas boire l'eau de mer. Et on ne va pas se bouffer entre nous. Mais non. On pourrait bouffer les animaux. Les animaux, hein? Ah non, mais je déconne, là. Remarque, c'est peut-être bon des animaux, hein? Tu crois? Ce n'est pas très appétissant. Mais c'est vrai que ça changerait un peu. Comment on peut savoir que ce n'est pas bon? Ben, on n'a jamais essayé. Et on les mangerait vivants? Qu'est-ce que ça veut dire, vivant? Ben, comme les fruits. Tu veux dire cru? C'est ça, nature, quoi, en salade. Mais tu crois qu'ils se laisseraient bouffer tout cru? Tu as raison, il vaudrait peut-être mieux les tuer avant. Les tuer? Tu as déjà tué quelqu'un, toi? Tu veux dire un animal? Ben oui, pas un homme. Comme on n'est que deux, si tu avais déjà tué quelqu'un, je ne serais plus là pour poser la question. Alors non, mais enfin, pas intentionnellement. Si on ne le fait pas exprès, c'est moins grave, hein? Oui, c'est un homicide involontaire. Si on tuait un animal sans le faire exprès, on pourrait le bouffer après pour voir quel goût ça a. Oui, ben, si on le fait pas exprès. Ça commence à me faire peur, cette conversation.
Moi aussi. Et puis, les animaux, c'est comme nous, hein? Il n'y en a qu'un couple de chaque espèce. On en bouffe un chacun et aussitôt, c'est l'extinction de la race. Non, je vais reprendre un peu de salade plus tôt. Tu veux une pomme pour ton dessert? Allez. Ah, je commence à en avoir un peu marre aussi des pommes. Oui, moi aussi. Oh, tiens, il y avait un verre dans cette pomme. Non. Ben, j'en ai bouffé la moitié, sans le faire exprès, hein? Et alors? Ce n'était pas mauvais. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est